Bonjour à tous, ravi de revenir ici pour la deuxième année consécutive au stand des CHU. L'an dernier, nous avions profité de cette estrade pour présenter le nouveau média Réseau CHU, parler aussi d'information et de désinformation en santé. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un tout autre sujet, le partenariat entre l'Institut national de l'audiovisuel et Réseau CHU, donc l'INA, avec qui nous travaillons depuis quelques mois un partenariat donc inédit mais aussi très concret, puisqu'il débouchera d'ici quelques mois sur une nouvelle série vidéo en 7 épisodes dont on va vous reparler d'ici quelques instants. À mes côtés pour en discuter, Tristan Goasgen qui arrive direct de Toulouse, merci beaucoup d'être là, et Bertrand Maire, responsable du département territoire et diversification à l'INA. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de ton accueil, cher Adrien. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Bertrand Maire, donc j'y dirige le département territoire et diversification. Alors j'ai eu auparavant une longue expérience puisque j'étais directeur de la communication de l'Institut. Et aujourd'hui, nous transmettons toutes nos missions de service public sur l'ensemble du territoire, la collation des données, la transmission patrimoniale, la culture, et nous faisons de la diversification, c'est-à-dire que nous étudions de nouveaux modèles économiques qu'on adapte, de nouveaux modes de mise en scène des archives dans le spectacle vivant, dans des concerts, dans la musique et autres. Donc c'est une petite entité d'une trentaine de personnes actives sur toute la France. Mon cher Tristan, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Adrien, merci au réseau CHU pour cette invitation. Alors moi je viens plutôt du montage et de la réalisation. Je travaille à Toulouse, dans l'antenne de Toulouse de l'INA. Et voilà, nos missions à l'INA, évidemment, la première c'est la conservation des archives, mais c'est aussi la mise en valeur de ces archives, les sortir des étagères pour leur donner du sens. Et donc intervenir comme ça sur un projet avec Adrien qui nous a été proposé par Adrien, ça nous a tout de suite, évidemment, ça nous a tout de suite paru porteur de sens. On en parlera un peu plus ensuite, on précisera un peu le projet. Mais voilà, cette idée de travailler sur des sujets, des thématiques qui soient vraiment porteuses de sens, qui aient un sens, pouvoir faire réagir les archives, le passé, la réalité, des différentes réalités historiques avec le présent, pouvoir réfléchir et questionner ce passé, mais aussi justement ce présent à travers ces archives. C'est évidemment, ça a été pour nous une des missions fondamentales de l'INA. Ce qui permet je pense, de faire comprendre les enjeux de l'époque, la réalité d'aujourd'hui, à travers une vision qui ne soit pas juste dans l'immédiateté, mais qui soit aussi avec un peu de profondeur historique. Donc voilà, tu fais parfaitement le pont avec... Je te remercie de nous avoir invités ici et je te remercie pour ce projet que tu as initié avec Réseau CHU. Non, mais c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et qu'on est super ravis vraiment de collaborer avec vous sur ce projet. Mais juste avant d'y revenir, moi je voulais vous raconter un petit peu la genèse de comment ça s'est fait. Moi, juste avant de travailler sur Réseau CHU et de mener à bien ce projet, je travaillais dans des boîtes de production documentaires, documentaires historiques, géopolitiques, qui faisaient naturellement appel à de l'archive. Et donc, quand j'ai commencé ma mission auprès de Réseau CHU, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de pouvoir, au milieu d'un panel de vidéos, de reportages, d'interviews, d'avoir une proposition un petit peu différente, qui soit basé justement sur l'archive pour raconter un petit peu l'hôpital autrement, avec une prise de recul. Et déjà en tant que citoyen, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, sur mes réseaux, sur Insta, sur Twitter, je me délectais des vidéos que l'INA pouvait faire, alors avec des micro-trottoirs parfois complètement décalés, sur des sujets de société, donc dans les années 70, donc la place des femmes dans la société, l'alcoolémie chez les Français, bon voilà, des choses qui prêtent aujourd'hui à sourire lorsqu'on les regarde avec nos yeux un peu de 2022, mais qui disent quand même quelque chose de l'époque et que je trouvais intéressant peut-être d'appliquer un petit peu à l'hôpital. Et donc j'ai réfléchi à une première vidéo qui pourrait peut-être revenir sur la période de construction des CHU, donc les années 80, 60, 80, où la France se trouve dans un contexte économique privilégié, avec des investissements généreux. Et donc c'est à cette période donc, que se sont lancés tout un grand chantier de construction, mais aussi de rénovation des CHU.
Voilà, donc là on peut le voir par exemple sur la carte. On voit les années qui défilent, ces 30 glorieuses, et plus précisément les années 70-80, où on a eu vraiment tous les CHU quasiment de construits à cette période. Et donc on en a fait un premier montage, une première vidéo qui va apparaître dans quelques instants. Non, bah alors c'est... Bon, c'est pas grave, elle est pas... C'est bon ? Non, elle est pas. Bon, c'est pas grave. Donc juste, donc quand on a fait cette vidéo, j'ai contacté, enfin pour faire cette vidéo, j'ai contacté l'INA, donc qui est à Toulouse, la délégation qui est à Toulouse, en la personne de Sabrina Martin-Léglise, qui nous regarde peut-être, et qui m'a accompagné dans mes recherches d'archives, et notamment sur l'interface INA Media Pro. Donc c'est peut-être un outil que vous connaissez. En tout cas, que connaissent beaucoup les professionnels de l'audiovisuel. Et donc peut-être que Tristan, tu peux revenir, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à faire ce genre de demande, et revenir un petit peu peut-être sur comment l'INA répond à ce genre de demande et comment vous aidez notamment à la recherche d'archives. Oui, alors effectivement, l'INA reçoit énormément de demandes chaque jour d'origines très diverses. Ça peut aller de sociétés. La première évidente, c'est les sociétés de production de documentaires, voilà, à base d'archives. Mais c'est aussi des chercheurs, des chercheuses universitaires, voilà, qui étudient un sujet, un domaine à travers notamment les archives, puisque c'est un vrai témoignage historique. C'est aussi des acteurs culturels. On intervient dans des festivals, dans des rencontres culturelles. C'est aussi des entreprises privées. Ça, peut-être, tu pourras aussi un peu développer nos relations, nos partenariats. Mais ça peut être des ciné, aussi des institutions et aussi des particuliers. Alors évidemment, quand devant la masse, la masse sans fond d'archives de l'INA qui se multiplie chaque jour, évidemment, c'est exponentiel. Il y a plusieurs portes d'entrée pour commencer des recherches, pour s'intéresser à ces archives, pour entrer dans ce fond. Le plus simple, disons le plus évident, le plus grand public, c'est le site ina.fr qui est là, qui répertorie une sélection d'archives et permet, là c'est vraiment plutôt dédié au grand public. Il y a aussi la plateforme de streaming Madeleine, tout ça tu pourras aussi un peu peut-être développer, Bertrand. Madeleine qui est une plateforme de streaming qui est un peu ce qu'on appelle la machine à remonter le temps, qui présente des grandes émissions, des grands films, des séries qui ont marqué les époques. Et c'est un peu une manière de remettre à jour des petites madeleines nostalgiques de l'audiovisuel. Ensuite, il y a un service qu'on appelle le service MediaClip, qui est un service en ligne de vidéos presque clé en main, qui est là plus orienté pour les créateurs de contenu. C'est des vidéos assez... presque. Il y a déjà une sélection, donc c'est assez facile pour les créateurs de contenu qui veulent faire une vidéo sur une thématique. C'est presque déjà... la recherche est déjà presque faite. Ensuite, il y a notre plateforme pédagogique qui est plus orientée pour les chercheurs, les enseignants, qui s'appelle Lumni. Et vient ensuite la grande base de données que tu as utilisée du coup, qui s'appelle INA Media Pro, et là qui est plus orientée pour les professionnels de l'audiovisuel. Et là, c'est un accès à toutes les archives audiovisuelles que l'INA a en sa possession. Donc quand quelqu'un, une institution, des particuliers, des boîtes de prod veulent faire des recherches sur des archives audiovisuelles, il y a ces portes d'entrée. Il y a un peu deux options. C'est-à-dire soit la recherche est très précise et on sait exactement ce qu'on veut, la personne ou l'institution sait exactement ce qu'elle veut et a déjà déterminé l'archive dont elle avait besoin. C'est très simple. Nous on intervient surtout pour savoir l'usage qui va être fait de ces archives, déterminer déterminer la durée de cession des droits, ce qui permettra, et un devis est établi sur ces bases-là, qui permettra notamment de rétribuer les auteurs. Soit on est dans ma situation, c'est-à-dire qu'on a une idée vague du thème, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche parce qu'on ne connaît pas les fonds. C'est ça. Et alors là, on peut s'y perdre parce que c'est incroyable le nombre d'archives, le nombre d'heures. Ça, moi, j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être.
Juste pour te compléter, pour qu'on comprenne bien le rôle et les missions de l'INA, en fait, on est dépositaire aujourd'hui de 20 millions d'heures d'archives. On capte 24 heures sur 24, 100 chaînes qui émettent en français, 50 stations de radio et 15 000 sites web à dominante média. Donc ça constitue un patrimoine qui est en train de s'enregistrer sur nos serveurs à Brie-sur-Marne et dans les territoires. Et on a également numérisé tout l'ORTF, c'est-à-dire toutes les bandes issues de l'ORTF a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle, et toutes les bandes ont été numérisées il y a 2 ans maintenant. Donc on est dépositaire, on est le premier pays au monde dépositaire de son patrimoine audiovisuel et capable de le transmettre, de le commercialiser, d'en faire un véritable outil culturel et patrimonial au service de tous. Et aujourd'hui on se positionne comme un média patrimonial. C'est-à-dire qu'avec ina.fr dont tu as parlé Tristan et l'ensemble de nos réseaux sociaux, on diffuse 1,3 milliard de vidéos vues tous les ans. Donc on a un média patrimonial et distinctif qui s'insère dans un contexte audiovisuel composé de Radio France, de France Télévisions et de l'INA qui sont les trois grands acteurs médiatiques du service public. Et donc Tristan, peut-être pour finir sur la deuxième façon dont on charge des archives avec des documentalistes. Exactement, qui, eux, connaissent très bien les fonds. Oui, c'est là qu'interviennent les documentalistes. On va ouvrir du coup un accès à INA Media Pro, où là, une capacité où on a accès à toutes les archives. Et effectivement, on peut s'y perdre. C'est extrêmement compliqué. Enfin, même si les outils je ne sais pas ce que tu en penses, mais sont assez intuitifs maintenant. Ouais. Mais on propose c'est plutôt facile pour quelqu'un qui ne connaît pas bien. Mais là où on intervient nous-mêmes, là c'est pas moi personnellement, mais ce sont nos collègues documentalistes qui ont une très bonne connaissance des fonds et des outils et qui vont permettre d'aider à la recherche, d'accompagner la recherche pour aller trouver les perles, les choses vraiment précises, avec une très bonne connaissance des fonds, mais aussi une très bonne connaissance, une très grande culture générale, une très grande culture historique, qui permet d'aller plus profondément dans ces archives, qui est effectivement un puits sans fond et qui ne s'arrêtera jamais de grandir. De grandir. Bertrand, est-ce que peut-être avant de parler plus précisément de la série qui nous occupe, est-ce que tu peux nous parler peut-être du rôle de médiation que joue l'INA et de ses collections ? Alors effectivement, donc on est un média grand public aujourd'hui, donc on touche et on contextualise l'actualité avec nos archives qui sont finalement un référent pragmatique, historique et objectif et qui permet de contextualiser l'actualité en permanence. Après, on interagit avec tous les secteurs possibles en France. Et je veux dire qu'on a, outre le fait que CHU-INA soit en 3 lettres, on a d'autres points communs qui sont justement cette mission de service public. On est dans des secteurs radicalement différents, mais on partage des valeurs aussi aujourd'hui qui nous ont réunis, parce qu'on est nous au service de la culture, vous au service de la santé et du bien commun. Donc c'était une alliance assez naturelle et qui me semble assez vertueuse. Et c'est vrai qu'on peut féliciter aussi Hélène Bétambourg, la déléguée régionale, qui a collaboré avec toi, Adrien, parce que c'est pas forcément évident que CHU se dise tiens, je vais commencer à écrire une histoire différente avec les archives, et c'est une très belle rencontre culturelle et globale. Tout à fait. Tristan, peut-être aborder le sujet de la série. Oui, effectivement, quand tu nous as contactés d'abord pour ce premier documentaire où là tu étais beaucoup un hôpital, c'est tout un univers. Autonome, quand il atteint des proportions semblables à celles du centre hospitalier et universitaire de Strasbourg, appelé communément hôpital civil, on peut dire que c'est une véritable ville dans la ville. Le son d'une archive. Sa superficie, pour rendre le truc beaucoup plus vivant et réaliste, mais on ne sait pas d'où elle vient. Effectivement, on ne sait pas si on pourra l'arrêter. Elle arrive un peu trop tôt. Très bien, elle arrive un peu trop tôt. Donc tu disais. Donc oui, c'est cet intérêt qui est effectivement né quand tu nous as contactés pour cette proposition de partenariat. Ça a été évident pour nous, et notamment, il y a plusieurs constats sur cet intérêt à travailler sur ces thématiques de santé, de CHU, des hôpitaux en général. C'est d'abord qu'on se rend compte que l'univers de l'hôpital, l'univers de la santé a souvent été abordé dans des questions de fiction, dans des séries, des films. C'est un thème qui intéresse énormément la fiction. Je pense qu'on a tous regardé. Voilà. Mais peut-être qu'il manque, ou il y en a beaucoup moins en tout cas, de
séries ou de documentaires qui vont étudier la question d'une manière historique, avec une perspective historique et en confrontant passé, présent. Ça nous a intéressé. Du coup, cette idée d'éditorialisation de la question à travers une perspective historique, mais aussi présente. C'est pas juste raconter l'histoire des CHU, c'est aussi pouvoir confronter cette histoire avec la réalité d'aujourd'hui, les enjeux des réalités, enfin voilà, d'aujourd'hui, quoi. Évidemment, c'est un sujet qui nous a intéressés aussi parce que c'est un sujet capital, c'est un sujet qui évidemment nous concerne tous, mais c'est aussi un sujet qui a été au cœur des enjeux, au cœur d'enjeux d'actualité tout au long de son histoire. Chaque époque a des moments forts, voilà, où la santé devient un enjeu particulier, quoi. Et donc ça nous a intéressé justement de pouvoir confronter ces différentes époques. Et voilà. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est le principe de série, le principe sériel, ça aurait pu être un documentaire, mais là, cette idée que tu as eue de le décliner en série, d'abord, bon, évidemment parce que, voilà, pour s'adapter aux usages actuels du public, c'est un format qui marche bien, mais aussi parce que ça permet d'aborder cette question par différents angles. Et ça nous paraissait très intéressant. Plutôt que d'essayer d'avoir une vision globale dans un documentaire, mais de pouvoir attaquer cette série par différents angles, pour multiplier les angles et du coup essayer d'avoir une vision transversale sur ces questions. Transversale et aussi de travailler sur la durée. Et sur la durée, oui, sur une série qui pourra durer et qui n'est pas juste un événement, mais qui pourra se décliner. Après, ce qui est toujours difficile, et ça, on est dedans déjà, mais ça va être encore, plus on va avancer dans le projet, plus ça va être difficile, c'est qu'il va falloir faire des choix drastiques sur le choix des archives. Il y a tellement d'archives incroyables, de perles qu'on découvre chaque jour quand on fait ces recherches dans le fond. Ça va être d'arriver à éditorialiser pour que ça ait du sens, mais aussi en faisant des choix difficiles parfois. Exactement, donc beaucoup d'archives et donc au début c'était difficile de choisir les angles, de choisir même le sujet de la série, donc on s'est beaucoup réunis en visio, donc avec toute l'équipe de l'INA, toute la délégation à Toulouse, donc avec Sabrina Martin-Léglise, Hélène Bettembourg, Yves Gaillard, toi-même, et Julie Roth qui m'accompagne, qui est au CHU de Bordeaux et qui m'accompagne sur ces projets. Donc voilà, il y a au milieu de 4-5 propositions avec à chaque fois on avait l'idée d'un titre, d'une mécanique, d'un nombre d'épisodes. Voilà, il y a une idée qui est ressortie et cette idée c'est celle de prendre un mot du vocabulaire de l'hôpital et de la santé et peut-être de refaire un voyage dans le temps avec lui. Donc voilà, cette série s'appelle Au grand mot, les grands remèdes. Et donc voilà, c'est cette piste éditoriale qu'on a trouvée intéressante, comme tu le disais, qui permet aussi d'attaquer l'histoire de l'hôpital par des angles différents et donc de faire une proposition qui change d'un documentaire unitaire. C'est vrai que cette piste éditoriale nous a semblé ultra pertinente quand elle s'est définie. Cette idée, justement, on en parlait des différents angles, mais aussi presque guidée par ce qui pourrait paraître des détails. Un hôpital, c'est un univers tellement vaste que on pourrait se dire, tiens, prendre un mot dans cet univers, c'est vraiment aller c'est réducteur, mais finalement, ce détail permet d'entrer par une réalité concrète à chaque fois. Et je ne sais pas si tu expliqueras la liste, mais ça permet vraiment d'aller dans du concret et d'aller chercher dans ces détails le concret qui permet d'avoir une vision transversale sur la réalité des CHU, de l'hôpital et de la santé en général. Et du coup, c'est aussi se rendre compte et aussi assumer le fait que les mots, les concepts évoluent. Et ça, c'est très intéressant pour nous, avec cette perspective historique des archives, de voir que des mots, des concepts ont complètement évolué, des rapports à la réalité, à certains thèmes qui sont choisis et qui pourront s'enrichir, ont complètement évolué. Ne serait-ce que, par exemple, des faits tolérés à une certaine époque, vous verrez tout à l'heure, qui étaient même valorisés, sont devenus complètement anachroniques aujourd'hui, impensables aujourd'hui, notamment sur le thème de la cigarette dans le milieu hospitalier.
Voilà, on va en parler dans quelques minutes. Justement, on va vous montrer un extrait tout à l'heure. On peut peut-être d'abord voir le nuage de mots. Voilà. Alors, on ne va pas vous dire lesquels sont les épisodes parce qu'on garde un petit peu de titre pour la fin d'année quand même. Mais voilà, donc c'est les mots auxquels on a réfléchi et qui sont des portes d'entrée pour les épisodes. Donc 7 mots titres qui renvoient donc à des notions, à des moments aussi de bascule qui vont pouvoir venir rythmer les épisodes qu'on raconte avec toujours cette idée d'un mot, un épisode, une archive, voire plusieurs histoires racontées en 3 minutes. Avec donc la vocation évidemment d'informer, de raconter, de montrer évidemment des archives complètement inédites ou qu'on connaît peu, et enfin de montrer toujours cette idée d'évolution de l'hôpital. Voilà, donc c'est une série qu'on prépare pour l'automne, donc voilà, surveillez les réseaux de réseaux CHU et on aura, voilà, vous pourrez peut-être assister à la diffusion du premier épisode à l'automne. Tristan, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. On va vous expliquer un peu comment on a travaillé. À travers un épisode, on a choisi un mot qui est la cigarette. Alors ça peut paraître un peu comme ça, un peu éloigné, mais on se rend compte que ça fait des allers-retours entre la société et l'hôpital. Oui, c'est un peu une mise en bouche de ce que pourra être cette série. Alors là, c'est pas vraiment un pilote parce qu'on a choisi un extrait qui nous paraît assez illustratif. C'est une archive, c'est l'extrait d'un reportage de 1973 au CHU de Strasbourg. Et voilà, ça nous paraissait assez illustratif de ce que pourra être la série et de ce que veut apporter la série. Moi, je vous laisse le regarder et peut-être qu'on en parlera après. On va lancer. Est-ce qu'on peut voir l'archive, s'il vous plaît ? Ça va être surtout une question de son. Oui. Un hôpital, c'est tout un univers. Quand il atteint des proportions semblables à celles du centre hospitalier et universitaire de Strasbourg, appelé communément hôpital civil, on peut dire que c'est une véritable ville dans la ville. Sa superficie, 23 hectares, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville de plus de 10 000 habitants, comme Saverne par exemple. À titre d'exemple encore, on y fabrique chaque jour environ 1 tonne de pain, on y consomme aussi en moyenne 1 tonne de viande. Nous sommes 5000 agents hospitaliers pour 4300 lits, ce qui fait un taux, si vous voulez, considéré comme moyen. Il paraît que dans d'autres pays, on a jusqu'à 2 agents par lit. Parmi ces 5000 personnes, 620 médecins soignent quelques 70 000 malades par an. Les techniques utilisées sont des plus récentes et il n'est pas rare que l'un ou l'autre des services ait une renommée nationale, voire internationale. À titre d'exemple, un photocoagulateur à rayon laser a été installé dans les services d'ophtalmologie il y a juste un mois. Grâce à cet appareil, on réussit à soigner sans opérer 60 à 70% des déchirements de la rétine qui, sans cela, deviendraient décollements de rétine, autrement dit, une vue quasiment nulle pour les malades atteints, souvent des diabétiques. Ce rayon est d'ailleurs si puissant que regardez ce qui va se passer. Voilà. Ce médecin vient d'allumer sa cigarette rien qu'avec le rayon laser, un briquet un peu cher tout de même, puisqu'il coûte la bagatelle de 30 millions de nos anciens francs. Quand même. Heureusement, oui, anciens francs. Bon, voilà, oui, cette séquence, elle est très parlante, elle est très marrante, elle est complètement anachronique aujourd'hui, mais c'est ça qui était, je trouvais, intéressant voilà, de vous montrer ce genre d'archives, parce qu'évidemment, ça parle d'un passé qui est complètement révolu. Mais ce que j'adore moi en tant que monteur et réalisateur, c'est dans cette séquence, presque même dans la même image, il y a à la fois une exaltation de la technologie extraordinaire à l'hôpital, une valorisation, et en même temps un comportement qui est maintenant aujourd'hui complètement anachronique, mais qui est pourtant mis en valeur ici, parce que c'est complètement une mise en scène. C'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, évidemment, mais c'est évidemment évident que c'est la journaliste qui a, pour illustrer l'extraordinaire technicité de cette machine, a demandé au médecin d'allumer sa cigarette. Donc bon, c'est à la fois un peu anecdotique et rigolo, amusant, mais c'est aussi, je pense, assez illustratif, et ça permet de montrer l'évolution du rapport à la cigarette dans le milieu hospitalier. C'est un vrai marchepied pour des questions beaucoup plus larges. Donc exactement, là il faut imaginer qu'en plus il y aura une voix off, et c'est cette association de archives et voix off qui va venir faire basculer l'archive dans une autre
dans une autre séquence, dans une autre dimension, pour aborder différentes thématiques. Donc là, effectivement, oui, on voit quelqu'un qui fume à l'intérieur d'un hôpital, ça nous paraît complètement... un médecin, qui plus est, complètement aberrant, ahurissant, alors qu'à partir des années 50, c'était complètement la norme. Tout le monde fumait, y compris les enfants dès 8 ans, et surtout partout. Donc voilà, on était dans les 30 glorieuses de la clope, hein, si j'ose dire. Et donc, c'est ça qui est marrant, c'est de voir ça, alors qu'on présente un CHU quand même. On présente un CHU, on a cette séquence d'allumage de cigarettes avec un laser. Et puis, petit à petit, on va essayer, grâce à la voix off, de basculer dans une autre séquence qui sera celle de la législation en faveur de la lutte contre le tabagisme. Donc là, on va passer à une autre époque avec la loi Veil en 76, la loi Evin en 91 et évidemment celle de 2007, année qui rime avec la fin des zones non-fumeurs dans les lieux publics. Donc là, on a une chronologie qui revient sur l'aspect législatif et politique et qui nous permet de revenir ensuite à l'hôpital puisqu'on va passer de la société à l'intérieur du CHU où on était quelques minutes avant avec ce médecin fumeur et là aborder à travers une dernière séquence les traitements, la recherche, l'innovation sur tous ces sujets puisque les CHU évidemment font de la recherche sur ces enjeux. Je pense notamment au CHU de Dijon qui récemment a lancé 2 programmes novateurs pour arrêter de fumer. Donc voilà, là il y a un intérêt des CHU pour les hospitaliers de valoriser le rôle qu'ils ont eu dans cette histoire et puis pour les citoyens en général de découvrir donc cette histoire de l'hôpital avec une perspective historique, dynamique, voilà, avec ces différents épisodes. On a pris un extrait, maintenant on va vous montrer le teaser un petit peu de la série qui vous donne rendez-vous donc à l'automne. Fumer, c'est pire que la roulette russe. Parce que quand on fume, on sait qu'on a une très forte probabilité de faire un problème respiratoire, cardiaque ou autre. Le risque infectieux existe partout et toujours. C'est un combat permanent et individuel. Il faut mettre l'étudiant en médecine dès sa première année d'études à l'hôpital, comme infirmier, et qu'il commence tout de suite à être en contact de la souffrance et de la douleur, et qu'il comprenne quel sera son métier, car il n'est pas destiné à devenir prix Nobel, il est destiné à soigner les malades de notre pays. J'ai découvert que être infirmière, ce n'était pas uniquement faire des pansements, faire des piqûres, soulager physiquement le malade. J'ai découvert que c'était bien autre chose. Assurer auprès du malade une présence. Pour l'instant, il faut se contenter de robots qui indiquent la trajectoire à suivre, mais c'est encore au chirurgien de tenir le mandrin, le trocard, l'aiguille, pour aller en profondeur au point désiré. Donc voilà pour ce petit teaser réalisé par Tristan. Merci beaucoup d'ailleurs parce que avec plaisir. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour le faire, donc c'était super. Donc il reste encore beaucoup de travail d'écriture, de choix d'archives, d'enregistrement de voix off. Donc on vous donne rendez-vous au mois d'octobre donc pour la sortie de cette série. En attendant, à ma droite, là juste à côté du minibar, on a la Bornina, que Lina nous prête pendant 3 jours, qui nous permet de naviguer, de découvrir plein d'archives justement liées à cette histoire des CHU et de l'hôpital depuis 50 ans. Donc on vous invite à aller la découvrir. Donc on a accès notamment à la plateforme Madeleine qui était évoquée il y a quelques instants. Est-ce que Tristan, tu peux rapidement présenter cette Oui, tu viens de le faire, outil. Mais sinon c'est ça. Oui, on met cette borne à disposition. C'est l'occasion d'aller se balader un peu dans l'histoire des CHU à travers la vision d'un journaliste. Hein. C'est aussi ça qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une vision. C'est pas forcément Là vous emparez du média pour faire votre propre discours aussi sur cette. Mais donc effectivement ça vient des 4 plateformes principales, lina.fr, le Madeleine, Mediaclip dont je vous parlais tout à l'heure et Lumni, et vous verrez la richesse un peu de cette vision historique sur les CHU, et je vous invite du coup à vous promener dans l'histoire et l'histoire des archives audiovisuelles.
Voilà, donc merci beaucoup aux quelques personnes qui sont venues. Merci à toute l'équipe de l'INA de Toulouse et à toi, Bertrand, d'être venu jusqu'ici à Santexpo et nous accompagner dans cette jolie aventure. Parce que c'est du travail, mais aussi c'est beaucoup de plaisir. On vous donne donc rendez-vous en fin d'année pour la sortie de Au Grand Mot, les Grands Remèdes. Pour ceux qui resteraient jusqu'à jeudi, donc la borne INA à disposition. Je vois déjà que la prise en main est effectuée. Voilà, beaucoup de sujets passionnants aussi sur ce stand des CHU. Et puis voilà, n'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre toutes ces conférences sur le Twitter de Réseau CHU. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, les reportages, les interviews qu'on fait aussi tout au long de l'année. Et je vous encourage à aller flasher le QR code qui se trouve sur les 4 murs du studio. Voilà, quant à l'INA, vous pouvez retrouver tous leurs programmes sur ina.fr. Merci beaucoup, bonne journée et bon salon. Merci Adrien. Merci Tristan.